Donc très rapidement, juste l'accroche, le chapeau du début. Comme disait Sébastien, on s'est aperçu de cet intérêt de la part des cellules sur les brûlages dans les camps militaires en zone pyrotechnique. Quand on a vu qu'il y avait un webinaire là-dessus international et qu'on a relayé l'information à chacun d'entre vous, à chaque responsable, et que bon voilà, j'ai eu plein de retours. Donc je vous bresse en 4 slides les 4 pays qui présentaient, donc ça va aller hyper vite. La Pologne, donc en Pologne, donc chacun, en tout cas Pologne, a des grosses contraintes réglementaires pour brûler. Mais comme il y a des gros enjeux dans les camps militaires, ils sont voilà, ils font des brûlages. Donc vraiment, je vous dis très rapidement. Ils ont réussi à faire ces brûlages en les passant en tant que brûlages expérimentaux. Tout simplement, comme vous pouvez voir, la technique, c'est une technique, peut-être Jean-Yves, c'est ce que vous faites à Capsieux, c'est des gros bourrelets, enfin comme ils avaient vraiment très peur hein, quand on essaye et qu'on commence, donc ils ont fait des gros bourrelets un glacis quoi, enfin qui et pour brûler. Il y a des suivis des suivis environnementaux et comme vous pouvez voir, il y a vraiment un enjeu. Pologne. Deuxième, Afrique du Sud. Donc pareil, en Afrique du Sud, ils n'ont pas le droit de brûler, c'est interdit de brûler, mais il y a tellement d'enjeux suite à des incendies qui ont eu lieu dans les zones militaires où ils ont cramé des camions et des camions, centaines de camions ont brûlé à la suite d'incendies. Et donc ils ont autorisé dans les camps militaires à brûler. Personnellement, j'étais allé en Afrique du Sud il y a un certain nombre d'années et je me souviens d'avoir vu, c'est vraiment une zone où ça brûle beaucoup. Sachant que la fynbos, donc c'est la végétation endémique extrêmement riche au sud du Cap qui reçoit toutes les migrations géologiques depuis des millions d'années et qui est quand même une faille donc adaptée au feu where to from. Donc bon, globalement, ils en sont vraiment à faire de la négociation aujourd'hui réglementaire avec les personnes pour communiquer, faire du multi-partenariat pour arriver à faire des brûlages dans les zones pyrotechniques. Les Américains, alors les Américains, eux, ça y est, les États-Unis, eux, ce qu'ils aiment, c'est le protocole, les choses carrées, les choses où tout est écrit. Donc, comme plein d'autres guides, on a toujours les petites questions. Quand vous arrivez, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez bien regardé? Quand vous préparez dans les UXO, donc UXO, c'est le terme pour dire zone polluée, où est-ce que ça peut être et tout. Beaucoup d'ignitions aériennes, comme vous pouvez voir par hélico, avec les balles de ping-pong, là, au phosphore, ou bien par l'extérieur avec des fusils. Donc sachant que voilà, en gros, on ne s'engage pas dans les zones dangereuses. Et pour finir, en Allemagne, où ils ont 650 000 hectares de terres polluées, principalement suite à la Seconde Guerre mondiale. Là, il y avait le camp, là où une vague photo, c'est un camp sur lequel ils font des brûlages. C'est en fait une zone à la Deuxième Guerre mondiale, ils développaient des armes secrètes et ça a été bombardé par les Russes. Alors autant vous dire qu'ils savent pas du tout ce qu'il y a dessus, quoi. Et donc pour faire des brûlages, donc à l'allemande, et on n'y va pas par 4 chemins, on essaie le matos. Donc ils ont acheté des tanks, ils ont mis des propulseurs de balles de ping-pong dessus. Un autre avec un canon à eau, tenue lourde. Ils recommandent pas trop d'utiliser les anciens tanks russes parce que c'est difficile à mobiliser. Ils ont aussi essayé les modules militaires, peut-être que les militaires sachent plus, c'est des engins de déminage qui peuvent déminer quand c'est des terres sableuses jusqu'à 40 cm sous le sol. Et le fonctionnement, il est très simple, c'est que ça tourne tellement vite que le détonateur n'a pas le temps de faire exploser la machine que c'est déjà détruit. Voilà, donc ça c'est le contexte international, donc, qui fait que ça peut être rassurant pour nous en nous disant qu'on n'est pas les seuls à être dans cette thématique et qu'il y a un réel enjeu
de traiter et de débroussailler ces zones, parce que ce sont des zones sur lesquelles il y a des tirs, des probabilités très fortes de propagation du risque feu de forêt à l'extérieur. Donc maintenant, à la suite de ce webinaire, il y a plusieurs cellules qui ont répondu, qui sont là, et je vous remercie, et qui vont nous expliquer maintenant chacun de leur côté, dans leur département, ce qui leur arrive, comment ils traitent ces zones, les difficultés qu'on peut rencontrer, et voilà. Donc je vais laisser la place à Lilian, qui est... PPRPA. Tu pourras passer le diapo. Donc bonjour à tous, je suis le commandant Laubert Lilian, donc je me permets d'intervenir. Déjà je vais cadrer un petit peu le débat. Je parle du camp de Cangers, malgré que actuellement je sois affecté à l'USC7, parce que j'ai servi donc 3 ans sur le camp en tant qu'officier DFCI, donc toute la gestion des DFCI du camp. J'en profite pour faire un petit préambule. Donc la DFCI sur un camp, donc celui de Cangers en particulier, qui est le plus grand d'Europe, 35 000 hectares pour situer un peu le débat, est une préoccupation majeure des autorités militaires pour les raisons qui ont été citées précédemment et ce que vous avez vu juste avant. Alors comment on s'y prend pour la DFCI sur le camp? Historiquement, on ne parlait pas du tout de brûlage sur les camps militaires. Enfin, ça avait été fait il y a très longtemps, mais peu démocratisé. On parlait d'une DFCI faite via des actions pastorales, donc par les bergers, et également par la partie mécanique, entre parenthèses, des budgets qui sont alloués, qui peuvent présenter. Alors, pour vous donner des chiffres et que ça soit parlant, un camp comme Cangers, on avait 2 millions d'euros en gros pour faire de la DFCI. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est pas grand-chose dans les faits. On parle d'un camp où il y a 1000 km de pistes à entretenir et des pare-feux de à peu près 300 km. Donc en fait, quand j'y suis arrivé, la question était la suivante. Comment j'arrive à faire ça, sachant que j'avais comme objectif des chefs d'être dans la capacité de faire la DFCI sur du quinquennal, donc en 5 ans. Donc il fallait que je gère tout le bordel en 5 ans. Donc c'est de là que je me suis retourné un peu sur l'équipe de Michel et de Patrice, donc du 83, puisque étant initié, ayant servi également à Brignoles avant, je me suis dit, putain, il n'y a qu'un truc qui peut m'aider, c'est de faire participer la partie brûlage à mon action de DFCI, sinon j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est un petit peu associé avec le 83, qui s'est vachement impliqué. En parallèle, on a un conseiller technique ONF, donc on a un personnel ONF qui est dédié au camp, qui n'a pas vocation à commander ou à obliger quelque chose, quoi que ce soit au chef, mais qui est juste là pour le conseiller. Donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut parce qu'on est chez nous, tout en suivant les réglementations quand même, puisqu'on essaie de concilier l'utile à l'agréable, que ce soit S10, ONF et nous. En fait, c'est ça. Donc sans prétention, ce qu'on va faire, je pense, avec mes camarades, c'est que je vais vous présenter l'aspect réglementaire qui a été décidé par la METER, en fait, pour l'utilisation et la gestion de ces camps. Je pense que Michel, derrière, parlera un petit peu de l'activité qu'il a eue en début d'année, en tant que sur la partie feu tactique, sur le feu de fin juin, début juillet, c'est ça Michel, si je ne dis pas de bêtises, et donc sur lequel il a été exposé si on peut dire ça comme ça, au risque pyrotechnique, puisque c'est bien le premier risque de France. Le propos du camp de Cangers, je m'appuierai, vous l'avez bien compris, sur la réalité du camp de Cangers, ce que je connais. Les camps, vous le savez autant que moi, il y en a partout en France. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on va dire là est applicable avec des fois quelques modificatifs sur les régions, mais en gros, ça existe partout. Si tu peux passer. Ah, c'est moi qui l'ai, pardon. Donc, ce que je vous propose, ça ne va pas être très long parce que ce n'est pas du tout le corps. J'ai bien compris qu'on était bien là pour parler plus des rétex, alors dans ce cas-là, feu tactique. Mais je pense qu'il est important quand même de voir le truc et de voir comment on a réussi à insérer et la partie préventive, donc la partie brûlage, et la partie curative, donc même au sein des camps militaires. En termes de genèse, donc un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Michel a vécu, ou certains d'entre vous peut-être ont vécu cet été, en fait, c'est pas nouveau. Des accidents, il y en a tous les ans, pyrotechniques sur les camps, qui sont plus ou moins sus, ça dépend. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet historique d'accidents, d'incidents, que ce soit dans la gestion des FCI ou dans le curatif, puisqu'on a eu un nombre conséquent sur de l'entretien des FCI à base de machines, où on a eu des blessés graves, sur des zones qui sont pour le coup identiques à celles où il a vécu, quoi. Voire même c'est le même endroit. Donc on a cette prise de conscience des autorités militaires qui disent en fait bon maintenant stop, il faut qu'on réglemente ça et puis surtout il faut qu'on partage avec
tous les acteurs qui font vivre le camp, c'est-à-dire forcément les militaires, forcément les services départementaux d'incendie de secours et toutes les activités commerciales, puisque, comme je vous l'ai dit, la partie pastorale, chez nous, en tout cas, a été considérée comme une activité commerciale, d'accord, puisqu'on avait, que je ne vous dise pas de bêtises, une quinzaine d'éleveurs et 30 000 brebis. Donc moi, ça m'arrangeait bien, puisque j'avais fait faire le bon travail à l'ONF qui m'avait dit que ça représente 90 tonnes par jour d'herbe bouffée par les brebis. Donc j'ai dit, c'est fabuleux, ça m'arrange, il faut les mettre au bon endroit, c'est tout. Donc, suite à ça, donc on est à peu près en 2018. On est donc monté à Paris, tous les camps, hein, tous les gros camps sont montés, pour savoir comment on allait décliner cette affaire. Et donc c'est le cadre de ce PPRPR, donc le plan de prévention du risque pyrotechnique résiduel, avec les objectifs qui sont dessous. En fait, le but pour vous, c'est de pouvoir présenter aux acteurs du secours une cartographie sans ambiguïté, savoir où vous êtes sur les camps, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et de permettre au commandement, donc en gros au chef de corps, d'autoriser la partie tir, mais également la partie secours au sens large. Donc vous retrouvez l'exemple donc du camp de Quingers sur votre gauche, avec pour mettre en œuvre ce propos, il y a des zones, des couleurs de zones comme on a sur l'été la partie des risques, on va dire, on a la même chose sur la partie pyro. Ce qu'il faut retenir, je vous laisse les définitions, tous les camps c'est la même chose. Les zones rouges, c'est les réceptacles actifs, c'est-à-dire ceux qui sont encore en cours d'utilisation. Quingers, tous les réceptacles que vous voyez, on parle bien de l'artillerie. Donc 155, en fait, c'est des trucs, en gros, pour donner un ordre de grandeur, un obus de 155, ça tue n'importe quoi sur 100 mètres. Voilà. C'est le rayon, c'est comme ça. Donc quand vous intervenez, c'est bien ça, c'est bien ce cadre d'action. Les zones oranges, alors même sur les habitués du truc, nous font croire que c'est moins dangereux. En fait, ça n'a rien de moins dangereux. Les zones oranges, c'est les anciens réceptacles de tir qui ont été arrêtés en 2000, d'accord, et qui n'ont jamais été dépollués. Donc c'est la même chose, en fait. Dans les faits, c'est exactement la même chose. Le seul truc où il y a un flou, parce que personne ne veut mouiller la chemise, c'est sur la partie jaune, qui est la partie historique. Donc qu'est-ce qu'on entend par historique, si vous voulez, c'est la partie active, enfin les champs de tir désignés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et personne ne veut se prononcer, donc ils n'ont jamais été dépollués non plus, mais ils sont quand même présents. Donc Michel pourra en témoigner, malgré qu'on fasse des brûlages dans le verre, il y a des obus de partout quand même. Donc ça, il faut quand même être bien conscient de l'affaire. Et évidemment, les zones vertes qui sont censées être peu propices au fait de trouver de l'explos. Mais dans les faits, on peut en trouver quand même. Je sais que c'est pas rassurant, mais il vaut mieux le savoir, c'est plus clair au moins. Personne n'est surpris à l'instant T. Donc, c'est pas la peine de lire dans le détail. Ce qu'on a décidé en termes de commandement, puisqu'on a été, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été nos propres acteurs de ce qu'on voulait faire sur les camps. Donc, ce qu'on a décidé à Quingers, du moins, c'est de ne pas trop être limitant, de laisser beaucoup de latitude au commandement, donc au chef de corps, de façon à ce qu'il puisse engager aussi bien sa compagnie de pompiers qu'il a à ses ordres, mais également la partie du SDIS, que ce soit sur du curatif ou du préventif. Donc, en fait, on a laissé beaucoup de latitude au chef. On n'a fermé aucune porte. Donc, c'est dans ce cadre-là que on va le voir juste après, il n'y a aucune ambiguïté ni souci, on va dire, que ce soit sur où on peut intervenir en préventif et en curatif, avec des limitations évidemment qu'on va voir derrière. Donc on a fait la même chose pour l'ensemble des activités, pastorales, agricoles, enfin ce que vous voulez, puisqu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur ce camp. Et donc maintenant, quand on se recentre sur ce qui je pense vous intéressera peut-être vous, un peu plus à vous, c'est qu'on a pris certaines décisions, notamment le cas du brûlage dirigé, où on a défini quel type d'équipe, enfin quelles équipes pouvaient rentrer sur le camp, sous quel type de conditions, et sur quel type de secteur on décidait de les faire brûler. Donc en gros, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, connaissant un petit peu le risque, on n'a pas pris trop de risques non plus, c'est-à-dire qu'on s'est limité à dire on brûlera dans du verre. Ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on voulait faire, puisque deux objectifs des FCI, limiter la propagation des incendies que la partie militaire produisait au sein des réceptacles de tir. Chaque réceptacle de tir que vous avez vu, la moyenne c'est quand même entre 700 et 1200 hectares chacun. Donc du coup on s'est dit, bon, tant qu'à brûler quelque chose, on va brûler que 700 hectares et pas autre chose. Et on a aussi décidé de faire la périphérie de l'ensemble du camp, donc on a bien une ZAL sur l'ensemble du camp, pour éviter au feu de sortir, comme on a pu le voir cet été, ou même d'entrer. Donc c'était un petit peu la garantie pour les chefs que, bon, parce que les soucis qu'on pourrait rencontrer au niveau interne à l'armée resteraient dans notre camp, sans trop foutre le bordel dehors. C'était un petit peu le but. Et on a vu ensuite, donc, alors là, la porte, elle est grande, elle demande à chaque fois d'être précisée lors d'intervention.
c'est le cas du feu tactique. C'est-à-dire que si vous le voyez comment, le feu tactique, en gros, sous réserve que le chef de corps l'autorise, en fait, on va pouvoir faire du feu tactique avec les réserves que je vous laisse lire dessous, c'est pas la peine de les commenter plus que ça, mais on peut le faire du vert en passant par le orange et en passant par le rouge. En fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Bien entendu, tout engagement sur cet aspect-là, certes, il y a la subordination légale du COS à l'instant T, mais le chef d'emprise, donc en l'occurrence le chef de corps du régiment, est tenu responsable pour la partie pyro. Donc c'est lui qui autorisera la partie feu tactique quand on va dans du pyro. Ça, c'est à retenir aussi, puisque légalement, il n'est pas censé, il est censé vous informer des risques inhérents sur l'entrée, et il est censé en être le garant. D'accord? Donc Michel, si tu veux compléter, je pense que c'est bon. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous êtes censé retrouver, si vous intervenez un jour sur des camps, un balisage. Le balisage qu'on a vu Carto, il est censé se retrouver sur le terrain. Dans les faits, n'en soyez pas si sûr que ça, vous aurez sûrement rien. Et c'est simplement dû au coût de l'affaire. Parce qu'on avait essayé de faire le balisage rouge et orange, 3,5 millions d'euros pour le camp de Cangers. Donc autant vous dire que les panneaux, ils n'y sont pas. Hein. Voilà, Michel, je te laisse la parole. Je pense que tu compléteras tranquillement. Moi, je pense que c'est le rétexte de Cangers. Ouais. Bonjour à tous, vous avez le bonjour du responsable de la cellule, Patrice Vernet, empêché. Et je voudrais remercier, et c'est important, notre service DFCI qui est présent ces 3 jours, qui nous aide à établir les plans de brûlage dirigé. Et surtout, Lilian, on a parlé d'affaires de personnes. Et Lilian, si on a pu brûler et que la cellule du 83 existe, Lilian fait partie de ces personnes-là. Merci Lilian. Donc, c'est bon. Ouais. Donc, feu de forêt, camp de Cangers, c'est le début de saison, très sec. C'est bon. Donc, pour situer le camp de Cangers, il est au nord du département. La météo, donc humidité et température qui commencent à être favorables à tout départ de feu. Camp de Cangers, Lilian l'a très bien dit. Ce qui est important, c'est source prise sur Wikipédia. On y tire 75 000 obus terre et air et 1000 missiles par an avec 1 600 000 projectiles. Donc bon. C'est assez actif. Par rapport à la situation géopolitique, les militaires ont un calendrier très contraint avec la guerre en Ukraine, donc obligés de faire des tirs et le départ de feu se produit. Donc voilà un exemple de situation. Donc, vous voyez, et ce qui est important, c'est que donc vous voyez la zone rouge, c'est une zone d'exclusion pour nous dans la Carto, qui a été mise à jour en début d'année en collaboration donc, avec le service DFCI et l'officier de liaison, comme tu appelles ça, Lilian, voilà, le successeur de Lilian. Donc la zone rouge, zone d'exclusion, on ne peut pas intervenir. Lilian a dit, sauf si accord du chef de corps. Nous, on n'avait pas l'accord. Donc, le chef de corps ou son représentant nous ont dit la zone rouge, c'est zone d'exclusion et les avions également ne peuvent pas intervenir. Donc, inévitablement, on arrive, les premiers intervenants arrivent, le feu se développe et lorsqu'il sort de la zone rouge, il sort dans la zone orange. Alors, la zone orange, il est dit pour nous que les pistes, on peut les emprunter 24 heures sur 24, mais par contre, si on veut intervenir, il faut quand même l'autorisation du chef de corps ou son représentant. Donc on avait l'autorisation. Donc à l'arrivée, lorsqu'on peut intervenir, le feu fait déjà 5 hectares. Donc première action, je vais passer les actions. Il va y avoir plusieurs feux tactiques. Donc en tête de feu,
un contre-feu latéral également, donc on passe. Et là c'est important parce que c'est le deuxième ou c'est le deuxième jour. Donc il y a eu plusieurs actions de feu jusqu'à 1200 mètres, relativement facile sur des pistes. Et là, la première action, je ne vous ai pas dit, il y a eu une sorte de feu derrière nous, on était les plus beaux, les plus forts, on a arrêté la tête de feu, sauf que le pélican qui est arrivé, il y a une sorte de feu derrière nous qui a fait 15 hectares. Donc, mais bon. Donc ça, c'était le premier incident. Et là, dans la zone rouge, en fait, malgré le contre-feu latéral qu'on avait fait, il y a une poche de verre qui fait une vingtaine d'hectares. Et pendant qu'on poursuit le contre-feu latéral pour ceinturer le feu qui, selon l'orientation du vent, a tendance à s'écarter, cette poche de feu qui était en limite zone rouge, la poche de verre, pardon, de Pinède qui était en zone limite zone rouge, zone vert, elle prend feu, elle s'embrase, et le transport crée des sautes de feu dans le relief et qui sautent toute la sécurisation qu'on avait fait autour de ce feu. Donc ça c'est une action en tête de feu. Donc ce que vous voyez en bas c'est la reprise, quoi. Enfin, c'est une saute de feu et des reprises qu'il y a eu. Donc le récapitulatif de tous les feux tactiques qu'on a fait sur 3 jours, c'est presque un peu plus de 9000 mètres. Et pour venir aux éléments favorables, donc, ce qui est important, c'est on se connaissait avec le COS et les chefs de chantier le premier jour. Donc ça a été facile, il y a eu une question de confiance. Les propositions qu'on a effectuées, elles ont été validées par le COS. Les éléments défavorables, bon, c'est la zone pyro. Et on a eu, ça ne nous a pas concerné directement, une explosion, et c'est ça l'important, c'est qu'il faut être humble. 3 jours après, au milieu de la brûlée, il y a eu une explosion avec un projectile qui a percé le pare-brise d'un moyen de hier. Bon, il y a eu des acouphènes, pas de blessés graves. Et ce qui pose le problème dans les axes d'amélioration de la cartographie des zones polluées, donc, et la présence d'un officier qui nous accompagne. Alors l'officier de liaison militaire, on ose espérer qu'il a la connaissance du terrain, que c'est quelqu'un du cru qui ne vient pas d'arriver la veille, quoi. Parce que c'est lui qui est le garant de notre sécurité, Lilian. Et la cartographie également, lorsqu'on fait des réunions, que la cartographie des zones polluées, il faut que celle qu'on nous transmette à la DECI et qu'on retransmet, elle soit, ça soit la réalité vraie. Donc ce que je suppose qui est fait, mais dans les axes d'amélioration, je pense que c'est important de le signaler. Un élément favorable, donc seul on ne peut pas tenir, donc au niveau des brûlages et des feux tactiques, donc on a eu le soutien des DIR, des groupes, des ABE, la réactivité du personnel. Il faudrait qu'on ait un léger au sein de l'équipe pour être disponible immédiatement. Et en gras, après le reste a été dit, mais proposer au COS des renforts, des renforts de cadres feu tactique et des équipiers, je pense que c'est important. On a le nez dans le guidon, on ne passe pas forcément à demander les équipes extérieures. Et je pense que c'est important parce que autant on a plaisir à aller à Bordeaux, dans le 13, et c'est bien de faire venir les collègues. Donc ça, malheureusement, on n'y passe pas forcément. Je veux revenir, juste 30 secondes. Et, 10 secondes. 10 secondes. Et donc en cours, il y a des dossiers de brûlage dirigé en cours de validation, donc avec l'implication du SDIS et le successeur de Lilian, avec les couloirs de feu, les zones de tir, pour essayer de travailler
dans l'avenir. Et voilà, autour de ces 4 réceptacles de tir, améliorer la cartographie, et c'est un exemple de brûlage qu'on peut faire dans milieu des coupures de massifs, avec quelquefois le manque de synchro. Donc on a reconnu des chantiers à brûler. Le berger, il est passé juste la veille et on n'a plus d'herbe pour la strate herbacée à les éliminer. Donc c'est difficile pour avoir la continuité dans nos brûlages. Toujours très médiatique quand ça déborde. Merci de votre attention. Merci. Alors, on prendra les questions après. On passe les différentes présentations et on enchaînera les questions après. D'accord. Qui veut commencer du camp de Gers ou du camp de Capsieux? Alors, présentation. Donc, vous avez à l'avoir juste une projection de Google, donc qui vous présente donc le camp de Capsieux qui se situe donc au cœur du massif des Landes de Gascogne, à cheval sur le département des Landes et de la Gironde. Donc c'est la poudrière au milieu du massif donc, de pins maritimes. Donc alors il fait 10 000 hectares, il fait entre 10 et 11 000 hectares, 42 km de périmètral. Il est géré par le commandant de base de la base aérienne de Mont-de-Marsan, BA-118, et il y a un lieutenant-colonel Martin qui s'occupe de la gestion des tirs et qui a la responsabilité du camp et de son activité. Donc nous, ça fait de très nombreuses années que ça nous pose problème, parce que quand on doit venir en renfort, c'est toujours compliqué, parce que c'est un camp qui est susceptible de pouvoir s'enflammer 300 jours par an, quoi, parce que, par rapport au type de végétation qu'il y a. Donc c'est pas du tout entretenu. C'est la forêt primaire, moi j'appelle ça la forêt primaire, polluée avec des bombes résiduelles ou des obstacles qui nous empêchent d'évoluer en toute sérénité et en toute sécurité donc dans le massif. Ça veut dire qu'on a des techniques de lutte qui sont que les contre-feux en tout temps. C'est-à-dire que les premiers contre-feux qui ont été faits donc, en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas cette année, c'était dans le camp au départ. Voilà. C'est la première fois qu'on les a fait cette année à l'extérieur d'une zone militaire. Donc ce camp donc, fait l'objet de conventions avec l'école de Bazas, avec le SDIS des Landes et le SDIS du Lot-et-Garonne, pour qu'on puisse donc pouvoir faire des formations de FDF1, FDF2, module 1, 2, 3 de brûlage dirigé. Donc ça veut dire d'un inconvénient, on en a fait un avantage, et c'est un formidable terrain d'exercice qui est à mon avis pas assez utilisé, notamment pour le brûlage dirigé, alors que les portes sont grandes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on travaille en toute confiance avec les militaires, avec l'ONF qui gère une partie du camp, et on les a aidés à être meilleurs sur l'approche du risque. Donc ils ont établi des procédures, parce qu'en fait il y a des tirs air-sol, air-air, il y a tout type de tirs et tout type de munitions qui sont utilisées. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dans le combustible. Je vous ai dit, le combustible, 300 jours par an, ça peut partir, donc on essaie de limiter la casse. Et donc ils ont établi des procédures donc, en fonction du classement donc, du risque départemental des Landes et de la Gironde. Ils diminuent, donc ils ont une activité proportionnelle au niveau de risque donc, classé par les départements voisins. Donc nous, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en termes de prévention, donc, nous sommes des conseillers techniques donc, des militaires, et nous sommes là pour pouvoir les aider sur la sécurisation du camp. Donc on a travaillé sur les indicateurs de danger météo, on a travaillé sur l'entretien du pare-feu, ça c'est Hervé qui en dira deux mots. Mais nous, on a eu les portes ouvertes pour pouvoir effectivement faire tous les essais qu'on voulait en termes de brûlage sur feu réel. Donc nos FDF1 sont formés sur 2 demi-journées sur des feux qu'on allume pour pouvoir former nos personnels. Ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Pour le brûlage dirigé, c'est la même chose.
Et je pense que ce qui serait intéressant, j'en ai parlé l'an dernier, donc aux dernières rencontres, que dans le cadre des feux tactiques, vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on pourrait peut-être faire une visite ou des essais ou dans le cadre de la formation des cadres de feu tactiques, donc venir au camp pour pouvoir faire montrer ce que c'est qu'un autre type de combustible que ce qu'on peut rencontrer donc, sur la façade méditerranéenne. Ça serait une bonne chose. Après, tous les essais qu'on a pu faire sur les nouveaux additifs chimiques ou comme ça, c'est vraiment un terrain vraiment pour lequel on peut brûler très souvent et en toute sécurité. Là, le combustible, si je veux, pour vous le décrire, en fait, vous avez de la moulinie, donc c'est une herbe assez, un rapport surface-volume très, très important, donc c'est pratiquement sèche tout le temps sur la partie superficielle. Ensuite, vous avez de la bruyère, vous avez de la brande avalée, vous avez des ajoncs et vous avez des pins maritimes qui sont pas entretenus. Donc nous, on s'interdit dans le cadre de la lutte de rentrer là-dedans. Donc on travaille qu'avec les feux tactiques. Donc la base aérienne met à disposition, donc avec son service de sécurité, quand il y a des tirs, donc des moyens de protection. Ils ont deux camions, deux CCF, et ils nous appellent en renfort quand il y a des problèmes. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent régler leurs problèmes en termes de prévention avec les tirs eux-mêmes. Donc on a demandé à ce qu'il y ait des renforts. Nous, quand on intervient, on envoie un cadre feu tactique en reconnaissance et ensuite des moyens si c'est justifié ou s'il y a des actions menées. Donc le pare-feu est entretenu avec des brûlages et je passe la parole à Hervé. Donc, 10 secondes, waouh. Hop là. Les 10 secondes sont respectées. Je voulais. Ce qu'a dit Jean-Yves, donc en fait, périmètre 42 km. Pare-feu travaillé à Sable Blanc, donc de 300 mètres jusqu'à, une fois par an bien sûr, jusqu'à 100 mètres de large. Et ici, ce sont des pare-feux végétalisés. Et il faut savoir que aussi bien donc, les Landes que la Gironde, il y a un arrêté préfectoral triennal qui permet en gros tous les ans de brûler une centaine d'hectares. Tous les 3 ans, bien sûr, avec des priorités 1, 2 et 3. Nous sommes effectivement conventionnés avec l'école de Bazas. Mais aussi on fait des brûlages, je dirais, pour de la FMA, donc non pas dans le cadre de l'école. En gros, les chantiers, c'est 2 à 3 hectares. On les a fait travailler de telle manière qu'ils ne dépassent pas plus. Quoi vous dire de plus? On est conventionné aussi avec l'école pour faire de la RCCI là-dessus. Donc on crée des départs sans la présence des stagiaires. Enfin, le protocole normal, je dirais, de la formation aussi, qui sont nos 2 mails. Les experts, ils sont au fond. Les experts, ils sont au fond. Voilà, donc en suivant le protocole de la RCCI, effectivement, on montre tout ce qu'on doit présenter à la RCCI. L'école Bazas aussi est conventionnée pour des travaux de débardage et de bûcheronnage. En fait, ce camp, c'est un fabuleux outil de travail. Quand je dis ça, c'est que je rebondis sur Jean-Yves, ce qu'a dit Jean-Yves à la fin. Effectivement, le feu tactique, surtout que nos collègues du Lot-et-Garonne, qui interviennent aussi, ils ont réalisé la même maquette. Donc pour ceux qui ont fait le cadre feu tactique en Espagne, ils ont réalisé la même maquette sur une 50aine de mètres carrés, où on peut reproduire donc le feu, voir la cinétique et y travailler dessus. Donc je pense qu'une journée chez nous, dans le sud-ouest, c'est à développer. Là où je suis étonné, c'est par rapport aux collègues, les ABE.
Nous, les ABE, il y a des endroits où ils n'interviennent pas parce qu'il y a des bombes. Alors, il y a un service de déminage 24 heures sur 24. Et effectivement, la nébuleuse militaire, des fois, on a des cartographies qui ne sont pas à jour, ça c'est clair, puisqu'on découvre à chaque fois qu'on y va des nouveaux sites ou des nouvelles choses. Et par contre, il y a des endroits où les ABE ont interdiction de larguer par rapport à l'impact, ou alors ça serait vraiment très haut. Mais on s'est vu des fois refuser les largages des ABE. Hervé, juste pour aller vraiment sur le brûlage dirigé, est-ce que tu peux nous dire comment vous faites, où est-ce que vous brûlez et combien par an, quel est le plan là-dedans? Où est-ce que vous brûlez là? Alors on brûle... Oups, mais mince. Vas-y, continue. En fait, c'est très intéressant. On brûle sur le périmètre donc végétalisé. Ici, là. Qu'est-ce que c'est ce périmètre végétalisé? En fait, pourrais le décrire, s'il te plaît? Où on retrouve de la strate herbacée jusqu'à arborée. Il y avait de l'arborescence, mais qui a été donc. C'est pour ça qu'on a fait conventionner l'école de Bazas forestière pour exploiter les bois. Pour exploiter les bois et donc les sortir de site. Mais en gros, c'est la végétation jusqu'à 2-3 mètres de haut. Et avec, alors, je n'essaie pas de me tromper, ici quand même, on a des cultures, donc le risque de débordement, parce que la peur en fait, c'est que aussi bien le feu peut rentrer dans le camp que le feu peut en sortir. Et notre objectif, donc, par rapport à ces pare-feux végétalisés, c'est de réduire les combustibles et d'éviter que le feu ne rentre ou ne sorte. Concrètement, là, si j'ai bien compris, vous brûlez toute la partie est, voilà, nord-est. Ce que je montre là. Les fameux sont des îlots qui sont végétalisés avec des bourrelets de tous les côtés en sable. Combien ils font d'hectares à peu près? 2 à 5 hectares chacun? 2 ou 3 hectares, ils sont regroupés. Donc vos campagnes de brûlage, vous allez brûler un carré dans la journée? Oh non, plusieurs. Et vous faites tout dans l'année? Non. Un tiers, d'accord. Donc c'est un plan triennal où à la fin de 3 ans, vous repassez et pour vraiment sécuriser. Et donc un îlot là en largeur, ça fait quoi? 300 mètres? Non, de 100 à 50 mètres, ça dépend. Est-ce que tu estimes que c'est un pare-feu suffisamment large? Non. Non. Enfin, ceux qui sont venus chez nous, vous avez bien vu, on a eu des sautes jusqu'à 2000 mètres, donc non. Donc, qu'est-ce que vous vous contentez de ça? C'est un programme qui a été vu avec le camp? Oui, alors si on écoutait le patron du camp, lui, il voudrait que tout brûle, comme ça il serait tranquille. Mais il y a des endroits où on a un projet de brûler 500 hectares par là. En gros, et bon, ça fait longtemps que ces projets, c'est pollué. On demande à réduire le combustible parce que c'est de la forêt primaire, comme dit Jean-Yves. Le risque, c'est que voilà, si le rafale qui vient tire à côté, ça prendra, quoi, c'est sûr. Merci. Ouais, la grande difficulté qu'il y a avec les camps militaires, c'est la non-continuité de commandement. Nous, on s'est heurté à ça pendant des années. Donc là, on a interpellé au niveau ministériel les personnes bien placées de façon à ce qu'il y ait continuité de commandement. Sinon, c'était 1 an, 6 mois avec des opérations extérieures sans arrêt. Donc on était toujours en train de répéter qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir sécuriser ce camp. Et donc, s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de continuité. Merci. Alors, je crois qu'on peut les applaudir. D'autant qu'ils ont réussi l'exploit à tenir à peu près un quart d'heure sur une diapo. Donc vous avez le record des rencontres. Merci. Merci à la cellule. Et on finit par le camp du Gers, c'est ça? Avec Frédéric Escoff des Hautes-Pyrénées. Le laser, c'est là. Allez, bonjour à tous, Frédéric Escoff, Rose 1065. Donc moi je vous parlais juste une brève représentation sur le camp de Gers. Donc rien à voir avec les surfaces des camps précédents, cités précédemment, puisque le camp de Gers c'est 800 hectares de terrain militaire qui appartiennent au premier RHP. Donc 2 enjeux, 2 points sensibles, donc 2 aires de saut en parachute, donc une qui est unique en France de par de sa longueur là,
qui est située ici, 3 km 2, d'accord, et une autre de l'autre côté plus petite, d'accord, et au milieu un réceptacle de champ de tir, voilà, donc d'armement léger et lourd. Donc le camp de Gers, c'est, pour le situer contextuellement, dans 800 hectares, situé à cheval sur 2 départements et sur 4 communes, 3 communes de 65, une commune de 64. Voilà, sur un terrain, alors une végétation type lande arbustive, et avec une dominante de zones marécageuses. Toutes les zones rouges que vous voyez, c'est des zones marécageuses. Donc plusieurs problématiques pour nous. Donc en plus des zones interdites d'accès par rapport aux zones polluées sur la zone de tir orange que vous avez au milieu, des difficultés d'accéder en cas de feu de par cette difficulté de terrain marécageuse. Alors historiquement, c'est compliqué un petit peu pour nous ce camp de Gers parce que ça nous a valu la dissolution de la cellule en 2013 suite à un accident. Malheureusement, on a 2 sapeurs-pompiers qui ont été grièvement brûlés. D'accord, donc on est reparti à partir de là. Donc il a été mis, des choses ont été mises en place. Donc on intervient nous régulièrement dans le cadre donc, du brûlage dirigé pour les campagnes de désobusage. D'accord, donc le but c'est de brûler cette zone de tir pour permettre l'intervention des démineurs derrière. Voilà, donc le zonage il a été précisé par l'IAN et ça n'a pas changé puisque c'est partout pareil dans les camps militaires. Donc il y a ces zones qui sont référencées rouge, orange, jaune. Nous on a pris l'option de ne plus engager de personnel ni d'engins dans ces zones-là, en plus des zones marécageuses. Donc c'est plus facile pour nous puisqu'on reste sur les accès principaux, donc une départementale, voire même carrossable et des pistes en périphérie de la zone de tir où on peut retrouver des incidents pyrotechniques. Donc on intervient en brûlage dirigé, je vous l'ai dit, une ou 2 fois par an. Donc l'objectif c'est un périmètral sur une surface de 160 hectares. Donc c'est un plateau, je ne l'ai pas dit, à 670 mètres d'altitude, donc axe nord-sud, à l'entrée de la vallée des Gaves, de la vallée de Lourdes, donc avec une aérologie très très compliquée. D'accord, qui est très variable et très compliqué, ce qui nous avait valu un petit peu des soucis en 2013. Voilà. Donc on intervient dans le cas de brûlage. Il y avait une grosse pression incendiaire à un moment donné qui s'est réduite depuis quelques années. Donc on intervient moins dans le cadre de la lutte. Et si on intervient dans le cadre de la lutte, bon, mais là c'était contre-feu tactique sur les accès en fonction de l'aérologie du moment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le camp de Gers? Voilà, donc non, rien si vous avez des questions particulières là-dessus. Merci, on peut l'applaudir. Et prendre des questions, s'il y en a, de façon générale ou particulière, sur ces différentes expériences intéressantes. On voit que c'est finalement une thématique qui touche pas mal de monde chez nous. Sur vos autorisations de brûlage dirigé, est-ce que vous avez des préconisations de type environnemental? Je m'écarte un peu, sinon je vois rien. Oui, alors je vais parler pour Caen-Gers, je ne sais pas les autres. Nous, là, on fait les dossiers, en fait, les dossiers sont faits dans les règles de l'art, des DTM, etc. Et évidemment, on a des préconisations, ça se traduit. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil d'ailleurs. Sur Caen-Gers, c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils nous laissent faire les brûlages, à condition qu'on consacre une partie de notre budget pour la création d'ouvrages. Alors le dernier en date, c'était une retenue d'eau, je crois qu'on a fait 80 000 m3 de retenue d'eau là, pour les bergers. Donc il y a toujours une compensation, un petit peu. Alors c'est un peu ce qui cristallise les chefs, parce qu'on le fait parce qu'on veut pas trop de soucis en fait, c'est juste ça. Légalement ils ont le droit à rien en fait. Donc on pourrait le faire sans rien. C'est plus pour la bonne entente locale que par autre chose en fait. Donc oui, c'est fait, pour répondre à votre question. Est-ce que c'est fait systématiquement? Non, parce que le budget qui est consacré, il y a beaucoup de demandes, enfin, il y a beaucoup de souhaits et de desiderata qui sont peu réalistes en termes budgétaires pour quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps le plus utile au meilleur endroit, en fait. On va dire ça comme ça. Est-ce que j'ai répondu, quoi? Merci. Oui, Laurent. Oui, merci. Moi, j'avais une question là, donc, parce qu'il a été question sur le camp de Gers, donc d'utiliser le brûlage dirigé pour des campagnes de désobusage. En fait, comment ça se déroule? Le brûlage, il est préalable au passage des mineurs. Il sert à faire
exploser les obus résiduels. Enfin, comment ça s'articule, les Alors, deux opérations? Nous, le principe, c'est de brûler la végétation pour permettre après l'intervention des mineurs. On n'a jamais eu d'incident pyrotechnique dessus, d'explosion ou quoi que ce soit. Voilà. Donc après, nous, on intervient juste uniquement pour essayer de nettoyer. Alors, on a essayé d'avoir un objectif 100% noirci pour essayer de leur faciliter la tâche derrière. Voilà. Donc après, l'enjeu, c'est justement, c'est de par ces accès difficiles et marécageux, de pouvoir avoir ce rendu définitif pour leur faciliter la tâche. Et après, il n'y a jamais eu d'incident pyrotechnique là-dessus. Non. Je peux rajouter par rapport au webinaire international que cette question a été posée, Laurent. Et donc, en gros, ce dont je me souviens, c'est en période de feu de forêt, haute température, il y avait un risque d'explosion assez important des munitions qui n'étaient pas explosées. Et par contre, dans les campagnes de brûlage qui leur permettaient de déminer, donc de voir finalement les engins après brûlage, en fait, le fait de passer rapidement en brûlage et à une période relativement fraîche, ils n'avaient jamais vu de détonation. Voilà. Ouais, Hervé, tu voulais ajouter? Peut-être je peux préciser un truc parce qu'on l'a étudié, enfin la campagne des obusages sur le camp là, de Cangers, elle est faite un peu différemment. On avait pensé faire ça. Finalement, le désobusage se traduit par du désobusage manuel. En fait, on y met 300 mecs 2 mois par an, ce qui couvre à peu près 1% de réceptacle, donc c'est anecdotique. Le constat technique du passage du feu avant le désobusage était plutôt négatif en fait. La réponse avait été qu'en fait on déstabilisait, enfin on rendait instable la partie pyrotechnique de l'objet et on prenait plus de risques qu'autre chose en faisant passer le feu. Voilà, c'était. Alors je sais pas si c'est, je suis pas pyrotechnicien ni quoi que ce soit, mais ça avait été les conclusions un petit peu de notre vue, de notre entretien avec les différents experts, quoi. Voilà. Ouais. Et nous, dans le camp d'Hipoto, alors je ne sais pas ceux qui étaient là l'année dernière, on avait fait un brûlage donc, sur 30 hectares, 15 en Gironde, 15 dans les Landes. Il y avait un obus qui n'avait pas explosé. Et effectivement, on avait fait ce brûlage, donc 2 cadres-feux tactiques, 2 chevauchadis à distance. Et c'est les militaires qui portaient les torches. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les drones. En fait, on a dirigé à 800 mètres près, 1 kilomètre à distance. On a contrôlé le brûlage réalisé par un militaire qui était à la torche et un membre du NEDEX, donc des démineurs, qui les suivait à côté. Voilà, à distance. Juste préciser que dans le camp de Capsieux, on n'avait aucun droit de regard à l'époque. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient. Maintenant, ils respectent sur les périodes, donc l'arrêté interdépartemental préfectoral, elle m'embête cette mouche. Mais voilà, donc il y a quand même, ça a pris peut-être une quinzaine d'années avant de régulariser tout ça et de façon à ce qu'on puisse donc travailler en bonne intelligence en respectant les règles de base. Voilà. Une dernière question, matériel. Vous brûlez, comme aux États-Unis, en Allemagne, ils essayent donc les petites balles de phosphore qui sont envoyées, donc qui permettent de mettre à feu loin. Et je pensais notamment aux zones marécageuses parce que c'est typiquement ce qu'ils font en Floride. Vincent pourra en parler, Vincent Passeur, parce qu'il est allé brûler des milliers d'hectares là-bas. Ils balancent Est-ce que vous avez utilisé ça dans un de vos essais? Alors non, nous, la largeur de la parcelle fait que, suivant les conditions météo, en lui donnant un peu d'élan, on arrive à traverser d'un côté de l'autre, mais on n'utilise pas d'autres ustensiles, c'est que des porte-torches. Alors ponctuellement, on fait rentrer pour aller brûler des poches sous la responsabilité d'un officier de sécurité du camp qui nous certifie qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là, mais on travaille uniquement comme ça. Et vous ne pensez pas qu'il y aurait éventuellement une avancée en matière de sécurité, quoi, de brûler par drone ou par autre chose? Effectivement, après voilà, la technologie nous permettra peut-être dans quelques années de faire ce type de manipulation, mais nous, enfin, au jour d'aujourd'hui, en 65, on n'a pas ça, quoi. Voilà. Alors ça existe, Romain le disait, c'est le largage de balles de phosphore depuis des hélicoptères depuis longtemps, et de plus en plus il y a des dronistes qui s'y mettent. Donc en effet, c'est pas encore arrivé en France, mais ça peut être peut-être une solution d'intérêt. Dernière question. C'est pas Bruno, c'est pas une question, c'est juste pour ajouter que
les militaires se sont pris en charge et en janvier, on va former 12 militaires au brûlage dirigé au module 1. Et l'objectif étant de certainement faire 4 chefs de chantier. Donc c'est pour conforter ce que disait Jean-Yves, c'est-à-dire que les militaires se sont pris en charge et ils voient bien que, certes, ils ont besoin des civils, mais eux aussi vont mettre la main à la pâte, ils vont acheter aussi des CCF pour sécuriser toutes ces missions. Et donc en janvier, Bazas va former 12 militaires. Très bien, merci. Je vous propose de les applaudir pour cette table ronde très intéressante. Alors, on fait une petite pause. Revenez, s'il vous plaît, rapidement.